Yorana, bienvenue dans Horizon Teahupo, un podcast consacré au surf et plus particulièrement à Teahupo. En effet, dans quelques semaines, nous aurons le plaisir d'accueillir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques, l'occasion pour nous de revenir sur la place de ce sport en Polynésie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Olosé dit Kito, qui est l'organisateur de la première compétition de surf à Teahupo. Kito Yorana. Yorana. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots? Donc, je suis Christophe Olosé, on m'appelle Kito. Je suis un enfant de Teahupo, par mes deux grands-mères. Mes deux grands-mères sont d'origine de Teahupo. Mon père est né à Teahupo. J'ai grandi à Teahupo. Je vis sur Papara en ce moment, mais j'ai aussi ma propriété à Teahupo. Donc, je suis très actif au niveau du surf depuis les 40 dernières années. Et nous sommes une famille de surfeurs. Et justement, à cette époque-là, Teahupo, c'était déjà connu ou c'était quelque chose un peu secret? Alors en fait, pour Teahupo, ça a commencé dans les années 90, lorsqu'on a commencé à avoir les premières photos de Teahupo, donc qui venait du photographe Henk. Henk Photo, ça fait un gros travail à l'époque. Et donc Manoa, il devait avoir 13-14 ans, 12-13 ans même. Et donc Hank a commencé à prendre des photos et c'est là qu'on a vu la beauté de la vague. Lorsque nous, on allait surfer, on n'avait pas cette image de la vague parce qu'on l'a surfé. On l'a surfé, mais pas comme maintenant. Hein. C'était plus cool. On n'avait pas cette recherche de performance. Donc, et on a commencé à avoir des photos de Teahupo à partir des années 92, 93, 94. On a commencé à voir les surfeurs étrangers venir surfer sur Teahupo. Ceux de la presqu'île, ils surfaient déjà de temps en temps sur Teahupo. Mais plus Te Avaino, Te Avaiti et Te Avarhei qui étaient plus accessibles. Dans 94, on a vu des images qui ont été diffusées dans tous les magazines internationaux. Et là, on a vraiment vu la beauté de la vague. On va en parler de tout ça, mais toi, par exemple, ton histoire avec le surf, elle commence quand? Quand tu as commencé à surfer en fait? Moi, j'ai commencé à surfer à l'âge de 12 ans, donc j'étais en sixième. On était une bande de copains, on se partageait une planche pour 8. Notre spot, c'était le spot d'Apatea, à Papara, juste à côté de l'école. On allait même des fois piquer des planches des tables de classe pour faire nos petites planches. Et donc on se partageait ça jusqu'au moment où la famille Arnaud a ramené des planches de Hawaï. Voilà, les parents étant allés à Hawaï en vacances, donc ils sont revenus avec des planches. Et c'est comme ça qu'on a commencé à surfer les premières planches vraiment faites de pain de mousse, des vraies planches. Quoi. Voilà. Donc on devait être dans les années 74, 75, voilà, 73, 74. Et aujourd'hui, tu surfes toujours? Je surfe toujours, j'ai pris ma dernière vague il y a une semaine, hein, on s'est bien amusé, à peu près on s'amuse bien. On est une bande de potes là, on est toujours dans l'eau, c'est notre rituel tous les matins d'aller voir les vagues. Et quand ça te convient, ben, tu vas soit pour nager un peu, pour prendre une vague, ben, c'est la cerise sur le gâteau. Plusieurs vagues, alors là c'est le top. Hein. Donc ça te maintient, donc ça nous fait 1 heure 30 d'activité sportive tous les jours comme ça. Alors, toi, tu es surtout connu pour avoir organisé des compétitions de surf. Comment on passe de surfeur à organisateur de compétition? Donc dans notre club, le Popoti Surf Club, j'ai toujours été à la manœuvre hein, dans l'organisation des compétitions, dans la recherche de sponsoring, dans la promotion de nos jeunes, la fabrication des t-shirts ou trouver des fonds pour faire des échanges internationaux, partir à Los Angeles, San Clemente, Hawaï, la Nouvelle-Zélande, faire des échanges avec ces équipes-là. Donc on trouvait beaucoup de moyens à l'époque et on organisait donc à cette période-là le Horoué, qui était donc l'Open international de surf de Tahiti. Il y a eu 13 éditions.
Et donc c'est par ce savoir que j'ai commencé, ce savoir-faire que j'ai commencé à acquérir année après année, ça m'a donné l'envie après d'aller plus loin. Et en 95 donc, hein, comme je disais tout à l'heure là, en 95, on organisait donc l'Open international de surf. Et à ce moment-là, j'ai loué le Computer Scoring System, hein, donc le système de comptabilité informatisé, qui venait donc d'un ami qui était dans l'ASP, M. Malcolm Gregson, donc il est venu avec cette application-là sur laquelle on avait appliqué la première fois le Computer Scoring System pendant une compétition de surf à Tahiti. Et c'était pas facile à cette époque-là de discuter avec les Américains, parce qu'il n'y Alors, avait pas Internet, était un non, peu il n'y avait pas rudimentaire. Internet, tout se faisait par fax. Tout se faisait par fax et quelques coups de fil et des déplacements aussi Mhm. parce qu'il fallait défendre sa place, hein. Mhm. Rentrer dans le circuit professionnel déjà, c'était toute une histoire, hein. Et donc par l'intermédiaire justement de cet informaticien-là, j'ai pu avoir accès aux bonnes personnes pour rentrer dans le calendrier du circuit professionnel de l'année 97. Alors, justement, cette année-là, tu décides d'organiser la première compétition à Teahupo'o. Comment tu as eu l'idée de cette compétition? Alors, je savais la qualité de la vague de Théopo, je la connaissais. Et entre-temps, notre copain Gilou, Uko, en 96, il me montre une vidéo de Tom Carroll qui a surfé cette vague. Et Tom Carroll disait This wave is made only for experts. Is made for experts only. Hein, donc ça C'est veut fait, dire cette vague est faite que pour les experts, hein, du surf. Et à ce moment-là, il y avait la compétition en Indonésie, à Grajagan, où ça se passait sur un récif. Et donc j'ai rencontré Poto entre-temps, qui était lui sur le circuit. VTA David. Ouais, VTA David. Je dis, bon, la VTA, et comment tu fais pour aller à Grajagan? Donc il me raconte l'histoire. Donc c'est 3 jours pour arriver de l'aéroport international vers le point de chute à Grajagan, qui est à 3 îles plus loin, quoi. Et donc 3 jours pour y aller. Et moi du coup, je me dis, mais chez nous, on est arrivé à Fa'a 2 heures après, on était dans le spot. Et tout était faisable, quoi. Voilà. Et c'est là que ça a basculé. Parce que d'abord, cette compétition-là, je voulais la faire à Papara. Hein. Je voulais la faire à Papara. Mais ça m'est revenu cette image de This wave is made for experts only. Donc c'était les pros qui pouvaient aller là-bas. Et que donc c'était à ce moment-là où j'ai informé l'ASP que la compétition allait se passer sur l'un des spots les plus puissants de l'île de Ça a Taïra. été facile de les convaincre de faire cette compétition à Teahupo'o. C'était une question de moyens. En fait, tu payes et tu peux avoir ta place. C'est comme ça que j'ai compris la chose, hein. Donc, quand tu dois payer ton entrée dans le calendrier, tu payes. Ça coûtait combien à l'époque? Ça coûtait 10 000 dollars. Non, 8 000 dollars. Voilà, 8 000 dollars. Donc, c'est pratiquement Quasiment 1 million. 10% du prize money. Hmm. Donc, et après, il fallait sélectionner le niveau de compétition dans lequel tu veux investir. En fait, c'était un investissement, hein. Donc, moi, j'ai tapé dans un 4 étoiles, où on avait plus de chances d'avoir un maximum de compétiteurs. Ça correspond donc au Challenger Series en ce moment, hein, pour se qualifier. Et donc, j'étais sûr d'avoir au moins plus de 120 compétiteurs dans ce cadre-là. Et donc, il a fallu se faire sa place, trouver le bon créneau dans le calendrier mondial, où ça ne dérangeait pas les gros partenaires du circuit. Et donc, on a calé la date au mois d'avril-mai. Hein. Donc, c'était à la fin d'avril-mai, et là, on avait calé la date. Et en décembre même, j'avais réglé l'inscription dans le calendrier, et là, on ne pouvait plus bouger. Là, on pouvait plus bouger. Donc Et à après, l'époque, est-ce que tu avais conscience du potentiel de Teahupo'o en tant que de vague de compétition? oui, oui, sinon, je n'aurais pas amené là-bas. C'est simple. Oui,
Oui, parce que j'avais en 74, j'étais parti avec mes parents en métropole. On avait fait un tour d'Europe, tout tour de France. On est passé à Lacano. On est passé à Lacano. J'ai vu Lacano, un petit village. Et en 92, on est repassé à Lacano au championnat du monde ISA. Donc c'était devenu une ville. Newquay en Australie, non, en Angleterre, où Veter David était devenu champion du monde. Mhm. Au début de la compétition en Si, 85, si. c'était une toute petite ville. Aujourd'hui, c'est une grande ville. Hein. Il y a toute une économie qui s'est créée autour du surf. Donc, c'est ce qui s'est passé à Hawaï. Ils ont développé Hawaï grâce au surf. Et moi, j'ai pensé la même chose pour Teopo. Parce que c'était une des seules ressources qu'on peut vraiment exploiter à un très haut niveau. Hein. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai choisi Teopo. Papara, ça aurait été bien, hein, mais on n'aurait pas eu l'impact de l'image. Mhm. On n'aurait pas eu l'impact de l'image. Et par contre, Teopo était là, disponible. Et donc à ce moment-là, il a fallu donc convaincre tout le monde d'aller sur Teopo. C'était facile, ça a été facile de convaincre les... Ça a été assez facile puisque ma tante était le Tavana de Teopo, hein, ma tante Marcel, tata de Marcel, qui était maire de Teopo. Donc je vais la voir, je lui explique Mhm. le projet et les développements qu'il y aura derrière, comment ça peut évoluer, ça va mettre Teopo hein, sur un plateau. Et donc elle me dit, ben, il va falloir aller convaincre le conseil municipal. Donc il y avait Roger Doum, tous les conseils municipaux, il y avait une trentaine de conseils municipaux qui étaient là. Il y en a qui sont encore en place, Dr Charlot par exemple, Charlot Mahoni. Et donc il a fallu convaincre que voilà, on allait accueillir une grosse compétition et éventuellement qu'il y aurait à peu près 200-300 personnes à loger, transporter, Mhm. nourrir. Hein. Et donc ils ont accepté le projet, ils m'ont soutenu pour le projet et voilà, tout est parti. Mais entre-temps, il a fallu trouver des logements, parce que Théopo, il n'y avait aucun logement. Hein. Donc, on a réuni la population à la salle Omnisport, il y avait 300 personnes. Tout le monde était d'accord pour accueillir chacun une, deux, trois personnes chez eux, hein, chez l'habitant. Il a fallu faire des contrôles de toutes les maisons qui devaient accueillir ces gens-là, qui ont au moins une question de sécurité, Mhm. d'hygiène, tout ça. Et c'est comme ça qu'on a accueilli donc les premiers compétiteurs. Et, et c'est comme ça que les pensions de famille se sont créées à Théopo. D'où la pension Bonjoué, Mhm. par exemple, qui a été à l'origine, qui a démarré à ce moment-là, parce qu'il y avait l'opportunité d'accueillir du monde. Et donc, en fait, il est arrivé plus de 200 compétiteurs. Alors, comment ça s'est passé cette première compétition à Tehupo? Et il y a eu du bon et du moins bon. Hein. Et du bon et du moins bon. D'abord, c'était complètement inconnu au niveau logistique. Hein. Mhm. On ne connaissait pas tout de Théopo. Hein. Et donc, ce que j'avais imaginé, c'était de prendre le ferry, le Mhm. catamaran À l'Emiti? d'Arimiti, hein, la Rimiti 2. Mhm. Donc, c'était un partenariat avec Arimiti. Je leur remercie d'ailleurs parce que c'est ça qui a fait que ça a démarré. Hein. Mhm. Et donc, sur la Rimiti, on mettait tout le monde, les compétiteurs, les juges, les médias, la sécurité, la restauration, tout était sur le bateau. Et donc je me rappelle bien, lorsque le premier jour, on a mis tout le monde sur le bateau, on est parti du quai de Veirao, avec tout le monde sur le bateau, il y avait au moins 200 personnes, 200-300 personnes sur le bateau. Et voilà qu'on arrive tout doucement par le lagon et on rentre dans la passe de Havre et on commence à voir dérouler les vagues. Donc tout le monde qui était arrivé là, qui voyait, ils ont vu en live les premières vagues dérouler du fond. Et ça a été la folie c'était la folie sur le bateau. Les gens ils étaient excités comme tous les étrangers. Ils voulaient tous sauter à l'eau. D'ailleurs, ils ont tous sauté à l'eau. Et on s'est retrouvé avec 200 personnes dans le spot en quelques minutes. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, les juges jugeaient du bateau. Mais c'était pas encore l'idéal. Hein, donc,
À l'époque, il n'y avait pas de Il scaffolding n'y avait comme pas de aujourd'hui. scaffolding, on a tout fait sur place. Et à un moment, il y a eu un accident. Hein. Le bateau a été emporté sur le récif. La Rémiti est partie sur le récif. Donc il y a eu un gros temps, le troisième jour, je crois. Il y avait un gros temps. Et le capitaine, il n'avait pas eu le temps de démarrer son bateau, de débarrer les moteurs, que déjà certains ont commencé à sauter à l'eau. Hmm. Ils ont vu que le bateau dérivait vers le marché et il avait fait une erreur, il avait lâché l'ancre avant de démarrer son moteur. Grosse erreur ça. Hein. Et donc il a été emporté, mais au moment où il voulait démarrer le moteur, les gens ont commencé à sauter déjà à l'eau. Et comme c'était des moteurs jet, Hmm. donc il avait risqué d'aspirer les nageurs et il risquait d'y avoir un problème. Donc il a laissé faire. Il a laissé faire, donc le Hmm. bateau est parti sur le récif, il s'est posé sur le récif. On l'a retiré 3 ou 4 jours après. Et donc, tous ceux qui ont sauté à l'eau, ils ont été secourus. Il n'y a eu aucun problème. Même les photographes, tout le monde est sorti sain et sauf. Et il n'y a eu aucun problème. Voilà. Vous avez réussi à terminer la compétition? Alors, on a été obligé de terminer la compétition avec des bateaux. Hein, donc des potimararas pour mettre les juges. Il y Mhm. avait les médias qui étaient sur des potimararas et ainsi de suite. Donc, on a fait comme on pouvait. Ça a été, le temps s'y est mis aussi, c'était mauvais des fois, joli des fois, mais bon, il y avait les vagues étaient là, et ça a été assez difficile. Ça a été assez difficile la première année hein, au niveau de l'organisation, c'est normal, c'était la première fois Hmm. qu'on mettait les Et pieds justement, là-bas, quoi. à cette époque-là, l'ASP, l'équivalent de la WSL aujourd'hui, a failli ne jamais revenir. Non, c'est pas ça, Hmm. ils sont revenus facilement parce que l'année suivante, Ouais. c'est Gocha qui a racheté Hmm. les droits, hein, qui a racheté Ouais. les droits, pas racheté, qui a bloqué la date dans le Ouais. calendrier de l'année suivante, et c'est comme ça que Gocha a continué hein, pendant Ok. 3 ans. Ouais. Voilà. Et donc, ce que Gocha a amené, après ça a décollé. Hein. Donc, ils avaient les moyens. Hein, Hmm. et on a commencé à comprendre l'organisation, hein, la mise en place, toute la logistique. Et aujourd'hui, quand tu compares les compétitions à l'époque et aujourd'hui, comment ça se passe, comment tu mesures, toi, le chemin qui a été accompli jusqu'à présent? Ça a bien, au niveau compétition, déjà, au niveau vague, au niveau des surfeurs, il y a beaucoup d'engagement aujourd'hui. C'est-à-dire, Hmm. ils n'ont pas peur de foncer, d'aller dans du gros, Hmm. et il y en a qui réussissent. Et donc, ça a poussé le niveau très haut. Hein. Ça a poussé vraiment le niveau très haut, et ça fait effet boule de neige chez tous les gamins aujourd'hui. Tous les gamins de 5 6 ans, dans leur tête, c'était au pot. Comme à l'époque à Hawaï, dans leur tête, c'était pipeline. Pipeline. Voilà. Hmm. Et aujourd'hui, chez nous, tous les gamins, c'était au pot. Même les petites filles, c'était au pot. Et ça, c'est à la suite de hein, tout ce qui s'est fait là-bas. Quoi, hein. Hmm. Donc, là, c'est cette promotion-là que je visais aussi. Hmm. Hein, la jeunesse, tout ça, tout ce qui était derrière. Des parents qui n'ont pas pu faire, mais qui suivent leurs enfants Hmm. aujourd'hui. Maintenant, il y en a une flopée d'écoles de surf. Hein. Hmm. Donc, c'est bien. Alors, justement, toi, en tant qu'organisateur, c'est quoi la différence entre organiser une compétition sur un beach break et sur sur un récif comme Tehupo? Là, c'est surtout les moyens logistiques. Hein. Donc, Hmm. moyens logistiques, derrière, c'est les financements. Il faut avoir les moyens de financer ça. Hmm. Euh, Aujourd'hui, je sais que Théopo, pour la logistique, le minimum, c'est au moins 25 briques. Ok, c'est Hein. plus $8,000. Non, 8 000 $, Ouais. ça, c'était le prize money. Alors. Prize money, Voilà. ok. Du premier. Hein. Ouais. Voilà. Ok, à l'époque, c'était quel budget pour organiser la Alors, première? la première année, c'était 12 millions. Hein. Ok. Donc, il y avait 8 millions de prize money. Hmm. Et donc, il y avait 6 millions d'organisation pour les juges, les logements, voilà, à peu près les transports, quoi. Hein. Alors, Kito, toi aussi, tu as organisé les deux premières éditions de la Rongiroa Pro Surf. Pourquoi une compétition à Rongiroa? Parce que c'est une belle vague. C'est une superbe vague. C'est un autre bijou de la Polynésie.
Moi, j'ai dit franchement, on aurait été un pays australien, il y aurait du surf partout dans toute la Polynésie. Et on a les moyens aujourd'hui. Il y a du surf partout. Tu vas à Ahi, tu vas avoir une superbe vague. Fakarava, pareil. Fakarava Sud, tu as une longue vague qui marche en haut de sud-ouest. En ce moment, je suis, ça fonctionne. À Nukutavake, tu as une vague qui s'appelle Tepatu, de wall, le mur. Hein, donc ça avait tout dit, c'était en une autre dimension. Dans toute la Polynésie, il y a des vagues. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen de ramener les jeunes dans les îles, parce qu'ils ont les moyens de se défouler grâce au surf. Tikeo, magnifique. Hein, Rangui, quand ça marche bien, la première année, dans une série, on avait 3 fois 10. Hein, les 3 vagues à 10 points dans une série. Alors que ça ne se voit jamais aujourd'hui, ça ne se voit même pas. Donc c'est la vague qui permet ça. Hein. Donc, c'est un autre bijou. Et comment justement, comment on organise une compétition de surf aux atolls? J'imagine que c'est pas pareil que si on organise à Non, Popara. c'est pas pareil. Il faut penser au transport, le transport aérien, les hébergements. Donc toujours la même démarche. Le conseil municipal de Rangiroa, donc avec son Tavana Taina Mareuda, qui réunit le conseil municipal, donc développer le projet devant le conseil municipal. Donc c'est là la première fois ils ont vu des vagues de Rangiroa dans cette dimension-là. Et donc tout le conseil municipal a suivi, a accepté. Et ils ont tous arrangé les logements. Donc on a fait un format à 48 compétiteurs, hein, avec les internationaux. Voilà. Donc il y a des pensions maintenant qui sont créées rien que pour le surf. C'est toute l'année qu'ils accueillent. Parce que Rangiroa, c'est une vague qui fonctionne toute l'année. À toutes les houles, ça fonctionne. Voilà. C'est bizarre, hein, mais c'est le seul endroit où tu as toutes les houles. Et aujourd'hui, elle fait partie du WQS, World Aujourd'hui, Kayaking il fait Series. partie dans le top des spots de surf de compétition. D'ailleurs, il ne faut pas s'arrêter là. Hein. Il faut faire évoluer au même niveau que Teopo, c'est possible. Alors justement, il y a quelques années, tu as voulu organiser une compétition de surf à Moorea, mais là, les surfeurs locaux se sont opposés au projet. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais, alors, par l'intermédiaire de mon ami Walter Taputuare, qui est le Tavana de Hapiti, donc un grand ami à moi que je salue. Donc il me demande, hey Kito, tu veux pas organiser quelque chose chez moi là à Hapiti, une belle vague? Il me dit, ah si, comment tu veux organiser ton truc? Un truc local ou un truc international? Ah non, international. Ah bon, ok, donc je prépare ça. Hein. Et donc je rentre dans le circuit APP. C'est pour les paddle surf. Hein. Ouais. Donc voilà, donc je rentre dans le circuit. Donc, là, c'était facile parce que je connaissais bien le patron de l'APP. Et je trouve la date, je fixe le cadre et tout. Donc ça devait être la finale de la Coupe du Monde, non, de ce circuit. Hein. C'était la finale de la Coupe du circuit. Et donc, je prépare la chose, c'était calé au niveau du calendrier, on pouvait rentrer, j'avais des partenaires, et à ce moment-là, donc je vais rencontrer Walter Taputuare et les autres Tavana. Donc, ils étaient 3 ou 4 Tavana, plus les journalistes. Et donc, j'expose le projet, hein, qu'on allait taper dans ce niveau-là, la compétition et tout. Et l'objectif, c'était après d'aller voir les associations, de discuter avec eux, de dire que voilà, on peut travailler en partenariat sur l'affaire, comme j'ai fait pour Rangui, comme j'ai fait pour Teopo. Hein, donc c'est les associations qui prennent en charge, Rangui c'est pareil, Moorea ça aurait été pareil. Hein. Et manque de peau, il y a certains qui ont manifesté. Pas forcément les légitimes, hein, parce que je ne vois pas pourquoi on veut m'interdire d'organiser une compétition à Hapiti alors que je suis propriétaire à Moorea. Hein, je ne suis pas un Hotupainu. J'ai des Tupuna de Moorea. C'est ce que j'ai fait à Teopo, c'est ce que j'ai fait à Rangui, et ça a amené que du bon pour tout le monde. Hein. Et donc ces associations-là pouvaient venir travailler dans ce projet-là.
Mais bon, mais c'était pas le seul. Hein. Il y avait aussi d'autres manifestations avant, parce que je voulais faire aussi une compétition à Paris, à Wainé. Voilà. Donc ça devait être un pro longboard. Et un pro longboard, c'était calé aussi avec Oxbow. Donc c'était une grande marque. Il y a eu des bons, il y a eu des pour, il y a eu des contre. Après les contre, c'était des manifestations un peu trop hautes. Bon, j'ai laissé, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. J'ai encore 20 ans devant moi. Alors justement, dans quelques semaines, nous allons accueillir les Jeux Olympiques. Il y a eu la polémique sur la tour des juges. Tu es l'un des premiers à avoir provoqué une réunion pour parler de ce problème. Tu t'inquiétais de la situation. Aujourd'hui, comment tu vois, toi, l'évolution de la situation? Alors, heureusement qu'il y a eu des explications. Heureusement qu'il y a eu des réunions, parce qu'avant c'était impossible. Avec l'ancienne équipe, il n'y avait aucune discussion. Les entreprises, ils allaient au bulldozer, ils tapaient tout. Donc, toutes mes familles de Théopo se sont levées et m'ont demandé qu'il faut qu'on sache plus de l'histoire. Donc, j'ai invité ma famille, pour qu'on discute de ça et quels étaient les risques et on a vu le travail de certaines entreprises. Bon, c'est pas fait comme c'est un peu à l'encontre de l'environnement, tous ces trucs-là. Donc j'ai manifesté, il n'y a pas de souci. Et j'ai même proposé des solutions, proposé des solutions pour qu'il y ait moins d'impact sur le récif. Toi, tu n'étais pas contre l'organisation des JO, non? Non, j'étais pas contre. Pas du tout. Mais tu étais inquiet des dégâts? De l'impact, parce que quand le jour où on nous a montré la tour, la première mouture de la tour, elle était immense. C'était à une réunion à Théopo. Et donc, moi, je suis un peu entrepreneur. Je sais comment ça se construit, ce genre d'ouvrage. Et je sais les dégâts qu'il peut y avoir derrière. Donc il fallait faire très attention. Donc il y a eu après des explications. La tour a été réduite en poids et en hauteur. Finalement, ça se traduit alors comme un implant sur une mâchoire. Donc finalement, c'est pas plus... Aujourd'hui, ça te rassure tout ce qui a été fait? Aujourd'hui, ça me rassure. Ouais. Ça me rassure. Parce qu'on va pouvoir exploiter cette tour pendant les 20 ou 30 prochaines années. Donc ça c'est bien. Et donc ça ouvre plein d'opportunités pour les grosses compétitions dans le futur. Ça c'est sûr. Il n'y a pas que la WSL. Il peut y avoir d'autres compétitions. Toi qui as organisé des compétitions, quelle est ton opinion sur les JO à Tahiti? C'est le Graal. C'est le Graal. On est le seul pays dans le Pacifique à avoir le label olympique. On est le seul pays à avoir ce label. Et avoir ce label, pour moi, c'est placer la Polynésie au plus haut niveau, le surf au plus haut niveau. Et donc, derrière, il peut y avoir des événements encore plus gros que les JO. Il peut y avoir des événements encore plus gros que les JO. Bon, je ne sais pas si les gens voient ça, mais moi je le vois très bien. Et tu avais déjà prévu, là, quand tu as organisé la première fois la compétition à Tehupo, que c'était une vague qui pouvait devenir olympique? Oui, c'était une vague qui pouvait devenir olympique. Et ça s'est fait, et donc je remercie le ciel d'avoir posé ça sur Tehupo, sur Tahiti, sur la Polynésie, sur tout le monde. C'est immense. C'est immense. Et comment toi tu vois nos deux représentants, Kaoli Vast et Vahine Fierro, qui vont surfer cette vague? Vahine, elle connaît bien la vague. Et par rapport à ses concurrents, moi je dis elle a 70% de chance d'arriver en finale. Par rapport à Kaoli, il va tomber sur des Brésiliens, des bons surfeurs qui ont déjà gagné Tehupo. Ça va être dur de faire sa place, mais il peut sortir son épingle du jeu. Il peut. Il connaît très bien la vague.
Mais il ne faut pas oublier les autres, ce sont des Brésiliens comme Medina, je crois, il a eu sa place aussi. Il y a les nouveaux qui sont là, il va y avoir du beau spectacle. Il va y avoir un joli spectacle. Pour toi, aujourd'hui, quel a été l'impact de Tehupo sur le surf en général? Alors, le Teopo a été le précurseur dans le big wave riding, hein, notamment dans le towing. Mhm. Il y a déjà eu du towing à Hawaï, mais dans une vague aussi puissante, aussi radicale, aussi épaisse et aussi parfaite, c'est que Teopo Mhm. qui l'a, qui a, qui a fait exploser Mhm. le surf tracté, hein. Mhm. Et donc, c'est ça que le monde voit aujourd'hui, c'est ces grosses vagues, hein, c'est Mhm. ça. Partout, tu vois, dans le monde, tu vas voir Nazaré, Nazaré. Donc, Nazaré est ouais. arrivé en Mhm. 2012 ou 2013. Mhm. Hein, donc, ça fait pas moins de 15 ans, quoi, hein. Donc, ça, c'est Gareth Mhm. McNamara, Mhm. qui était un des pionniers aussi sur Teopo, Mhm. qui a donc surfé la première fois Nazaré, hein, qui a Mhm. ouvert donc Nazaré. Et mais si ces gars-là, tu vois, c'est les pionniers du surf qui ont tiré au plus haut le surf, et même nos locaux à nous, hein, Raymana, Mhm. Manoa, hein. Mhm. Donc tout ça, c'est des pionniers, hein. Mhm. Aujourd'hui, comment toi tu vois l'évolution du surf? Mais il y a beaucoup d'avenir pour le surf. Il y a beaucoup, quand tu vois l'industrie du surf ici en Mhm. Polynésie, il est énorme. Hein, je crois que tout le monde, dans toutes les familles, tu as au moins une planche de surf, un boogie. Tout le monde est habillé avec l'industrie du surf. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui se Mhm. sont créées, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés. Et ça va continuer. Mhm. Ça va continuer. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse développer aussi les îles. Mhm. Hein. Moi, par exemple, à Faïté, Faïté, tu as une vague qui ressemble à une vague indonésienne, tellement ça déroule, elle est parfaite. Donc ça aussi, ça a besoin d'être soutenu. Mhm. Donc c'est pour la commune, développement du logement chez l'habitant, les restaurants, les transporteurs, le tourisme, il y a tout ça qui suit. Mhm. Donc la ressource, elle est là, hein. On n'a pas d'investissement à faire, on n'a pas de stade à payer. On est déjà béni. Et dans toutes les îles, il y a ça. Réaté, alors là, il est servi. Donc c'est à eux de développer et d'utiliser cette Pour ressource-là. toi, les îles, les communes doivent développer leur spot s'ils ont un beau spot de surf. Il faut qu'ils développent. Il faut qu'ils Mhm. développent. Ça va permettre à beaucoup de gens de s'en sortir. Je veux dire, à Théopo, les agriculteurs, ils sont heureux. Tellement ils vendent leurs produits du Fahapou. Les pêcheurs, ils sont heureux. Ils vendent leurs poissons tous les jours. Donc tout le monde est servi. Chacun se débrouille. Chacun vend son petit coco au bord de la route. Tout le monde est servi, même le plus petit. Mhm. Et c'est ça qu'on veut. C'est que les gens deviennent autonomes et ils arrêtent d'aller taparou, quoi. Mhm. Hein. Donc le surf, ça peut permettre ça. Pour toi, qu'est-ce qui a changé entre le surf à ton époque et aujourd'hui? Bah, et déjà les planches, déjà les planches, c'est plus les mêmes hein, c'est plus les mêmes produits, c'est Mhm. plus les mêmes équipements. Mais sinon, si tu veux, au niveau de l'esprit du surf, Ouais. dans ce sens-là, c'est différent. Aujourd'hui, c'est plus compétitif. Il y a plus de compétition aujourd'hui. Mhm. À l'époque, c'était plus amical. C'est nous-mêmes qui avons fondé, qui avons créé tout ça, hein. Mhm. C'est parce que on avait nos enfants, nos champions qui étaient là et qui défendaient les couleurs du pays, hein. Donc tout ça, ça a tiré tout le monde, hein. Donc il y a eu beaucoup d'échanges et aujourd'hui, il y en a même qui se sont mariés, hein. Donc c'est bien aussi les échanges, quoi. Alors, Kito, on arrive à la fin de cette émission. Quel est toi ton message que tu souhaites faire passer aux surfeurs d'aujourd'hui, aux internautes en règle générale? Moi j'ai passé la soixantaine, je surfe toujours, je suis heureux comme ça. J'espère qu'ils peuvent surfer aussi longtemps, hein, et ça va leur permettre de bien guider leur vie par rapport à leurs enfants. C'est un partage, c'est des échanges. Toi, tes Euh, enfants, ils surfent? ouais, tous mes enfants surfent. Mhm. Il y a bon moins que le papa, mais ils surfent. Ouais. Voilà,
on aime le surf, on a beaucoup d'amis surfeurs. Lorsqu'on va dans les autres pays, on est logé, nourri, transporté par des surfeurs. Hein, c'est des amis, donc on fait la même chose chez nous, c'est beaucoup d'échanges. C'est un bel esprit. Ouais, oui. C'est le partage. Lorsque tu as un champion qui réussit une belle vague devant toi, toi aussi tu apprécies. Hein, c'est du spectacle qu'on t'offre. En même temps, tu ressens l'esprit du surf, quoi. Et c'est ça qui est bien. Marour Metei Quito pour d'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de ce podcast. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à la préparer cette émission, à la réalisation Jean Amaru, Thierry Ching au son, à Lansan à la préparation, Hivatoti pour l'habillage, Sandira De Rock et Isabelle Berthaud pour la cellule web. Vous pourrez retrouver ce podcast sur notre site internet en audio ou en vidéo, mais aussi sur la chaîne YouTube de Polynésie la Première. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité.